Bonjour. Alors, dans ce document, on va présenter les méthodes spéciales qu'on peut ajouter dans une classe. Donc, dans une classe, vous pouvez définir certaines méthodes spéciales. Donc, ces méthodes vont conférer certains pouvoirs spéciaux à vos objets ou alors vont modifier leur fonctionnement à certains égards. Donc, il faut savoir que C#, c'est pas le seul langage orienté objet à définir ce genre de méthode spéciale. En fait, presque tous les langages orientés objet vont le faire, que ce soit le Java, le Python, le C++ ou que sais-je. Donc, dans ce PowerPoint, on va voir certaines de ces méthodes spéciales-là en ce qui concerne le C#. Donc, disons, la plus simple et la plus peut-être importante de ces méthodes-là, c'est la méthode toString. Donc, par défaut, la méthode toString que vous allez appliquer sur un objet, la seule chose qu'elle va faire, c'est de retourner le nom de la classe à laquelle appartient cet objet-là. Par exemple, ici, si on se définit une classe personne, avec un nom et un prénom, si on se définit aussi une classe Bashibouzouk avec aucun champ à l'intérieur, et qu'on se crée une première personne ici avec un prénom et un nom, une deuxième personne avec un prénom et un nom différent, et qu'on affiche le toString de la première personne et le toString de la deuxième personne et le toString d'un Bashibouzouk, ben, le toString de la première personne va afficher personne, qui est le nom de la classe personne. Le toString de la personne 2 va afficher personne, qui est le toString de la deuxième personne, et le toString de Bashibouzouk va afficher Bashibouzouk, qui est le nom de la classe. Donc, par défaut, le toString appliqué à un objet, c'est le nom de la classe à laquelle appartient cet objet-là. Okay? Évidemment, c'est pas très utile comme information. Okay? Donc, ce qu'on peut faire, c'est de redéfinir le toString dans une classe pour afficher des informations plus intéressantes. Donc, pour redéfinir le toString, ce qu'il faut faire, c'est comme on le voit ici. Donc, la méthode toString, pour la redéfinir, il faut utiliser le mot-clé override. Donc, la méthode toString, c'est une méthode publique qui retourne une string et il faut utiliser le mot-clé override pour la redéfinir. Donc, c'est une méthode qui prend aucun argument, donc aucun paramètre, donc c'est toString sans aucun paramètre. Et ici, on utilise des notations abrégées, mais on aurait pu mettre des accolades avec return si on veut. Mais ici, on utilise des notations abrégées. Et dans notre cas ici, de la façon dont on l'a redéfini, ben, on dit que dans notre cas de notre classe personne, on retourne une chaîne de caractères qui comprend le prénom, espace, suivi du nom. Ce qui va faire en sorte que quand on va afficher le toString de notre personne 1 ici, et le toString de notre personne 2, bien, le personne 1, notre toString, ça va être Albert Einstein, et le toString de notre personne 2, ici, avec un prénom de Marie et un nom de Curie, ça va être Marie Curie. Donc, on voit que le toString devient beaucoup plus intéressant parce qu'il affiche des informations concernant notre objet. Alors qu'ici, ça affichait uniquement le nom de la classe. Maintenant, il faut savoir que, en général, la méthode toString est invoquée souvent, c'est-à-dire la méthode toString est invoquée implicitement. Okay? Donc, par le langage de programmation. Et aussi, une autre chose qu'il faut savoir, c'est que la méthode toString est aussi utilisée souvent par l'outil qu'on utilise, l'outil de programmation qu'on est en train d'utiliser, que ce soit Visual Studio ou Linkpad. Il va être utilisé pour fin de débogage. Donc, c'est une autre bonne raison qui peut nous inciter à redéfinir la méthode toString pour nous fournir plus d'informations pendant qu'on va déboguer. Par exemple, là, ici, on se définit notre personne Marie Curie, et si on fait un p.dom, notre personne ici qui est Marie Curie, on fait un p.dom, on voit ici notre p.dom, qu'est-ce qui se passe? On voit notre nom Curie, notre prénom Marie, et on voit ici apparaître en bleu Marie Curie. Ça, c'est notre toString de notre personne. Donc, Linkpad nous affiche notre toString, ici, Marie Curie. Avant, Linkpad nous affichait uniquement personne.
Mais là, on voit que Linkpad affiche Marie Curie. C'est notre toString que Linkpad affiche ici. Si maintenant, on fait ici P plus chaîne de caractères, mais qu'est-ce qui se passe? On a une concaténation de l'objet P plus une string. Le langage C#, qu'est-ce qu'il va faire à ce moment-là? Il va invoquer toString sur notre objet P. Et on voit ce qui va se passer ici, c'est qu'on va voir Marie Curie. Même chose, si on fait une interpolation en affichant l'objet P interpolé dans une string, il va prendre P puis il va invoquer automatiquement toString sur notre objet P, ce qui fait qu'on va se retrouver ici avec Marie Curie. Et enfin, si on fait un writeLine, console.writeLine, P en position 0, ici, dans notre string, on va avoir Marie Curie qui va s'afficher. Donc, il y a énormément d'incitatifs et d'intérêts à redéfinir la méthode toString dans un objet. Ensuite de ça, là, on passe à une autre méthode qui est intéressante. C'est en fait un concept d'abord et une méthode ensuite. Donc, on va commencer par parler du concept d'égalité, qui est un concept qu'on a déjà abordé précédemment dans le cours. Donc, l'égalité en C#, c'est un sujet relativement compliqué. Donc, pour le moment, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il existe deux manières principales de tester l'égalité en C#. Vous avez l'opérateur d'égalité, égal, évidemment son contraire, l'opérateur d'inégalité, et vous avez la méthode equals. La différence principale entre ces deux moyens-là, c'est que l'opérateur vous permet de comparer des comparables, c'est-à-dire des pommes avec des pommes et des oranges avec des oranges, et la méthode equals vous permet de comparer des incomparables, par exemple des pommes avec des oranges. Évidemment, vous pouvez comparer des pommes avec des pommes, des oranges avec des oranges, mais la méthode equals vous permet en plus de comparer des pommes avec des oranges. Évidemment, une pomme ne sera pas égale avec une orange. Mais equals vous permet de le faire. Alors que l'égalité ne vous permet pas de le faire. Vous allez avoir une erreur de compilation. Donc, en principe, ces deux manières d'effectuer une égalité devraient évidemment donner un résultat semblable. Okay? Si vous utilisez equals ou vous utilisez l'égalité, vous n'obtenez pas le même résultat. Ça craint, comme diraient les Français. Donc, égalité des objets. Rappel. Donc, pour les objets typiques, qui sont des références, donc deux objets sont égaux seulement si la référence est la même, donc seulement s'il s'agit du même objet. Donc, ici, on a une classe personne, toujours la même classe. On se crée deux objets personnes, P1, P2. Et est-ce que ces deux personnes-là sont égales selon l'égalité? Est-ce que P1 égale P2? Évidemment, non, parce que ce n'est pas le même objet. Et si on fait un equals, est-ce que P1 equals P2? Ben non, pas plus. Et est-ce que si on utilise object.equals, qui est une variante, en fait c'est comme le equals, mais en invoquant la méthode equals statique sur object, et encore une fois, on obtient false. Donc, false, false, false. Donc, il y a une harmonisation, si on veut, entre la méthode equals et l'opérateur d'égalité. C'est ce qu'on veut. Parfait, tout va bien. Et on voit que c'est faux, ce qui correspond à nos attentes. Okay? Maintenant, on peut redéfinir la méthode equals dans un objet. Okay? Et on pourrait faire ça, dans notre cas. Pourquoi on voudrait faire ça? On pourrait vouloir faire ça dans une classe personne pour faire en sorte que si deux personnes, on pourrait dire deux personnes sont égales si ont le même nom et si ont le même prénom. Je ne suis pas en train de dire que c'est une bonne chose à faire, ni une mauvaise chose à faire, mais on pourrait vouloir faire ça. Donc, on pourrait dire deux personnes sont égales si ont le même nom et le même prénom. Donc, comment on ferait ça? On pourrait, pour faire ça, il faudrait redéfinir la méthode equals. Donc ici, pour redéfinir la méthode equals, il faut, la méthode equals, probablement, c'est une méthode booléenne, ça retourne un booléen, c'est vrai ou c'est pas vrai. Donc ici, c'est une méthode booléenne, publique, override, comme le toString, c'était override, equals, c'est aussi un override. Et cette méthode-là prend en argument un objet, parce que la méthode equals permet de comparer notre personne avec n'importe quoi d'autre. Donc, elle permet de comparer des pommes avec des oranges. Donc, n'importe quel objet, y compris nul. Donc, c'est pour ça que object a un point d'interrogation, parce qu'on peut comparer avec nul. Maintenant, la première chose qu'on fait,
c'est qu'on commence par regarder si notre objet est une personne. Si notre objet n'est pas une personne, c'est final bâton, c'est faux. Donc, est-ce que notre objet est une personne? Si notre objet est une personne, personne, OK, alors cette personne-là doit avoir le même nom que notre 10. Donc, si notre objet est une personne, personne, et que 10.nom est égal personne.nom, et que 10.prénom est égal personne.prénom, good, on a une égalité. Okay? Donc là, on vient de redéfinir l'égalité, la méthode equals. Okay? Alors, qu'est-ce qui va se passer si maintenant on exécute, on reteste avec equals? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, on a nos deux personnes, P1, P2, qui sont des personnes avec un même prénom et un même nom. P1, P2, Albert Einstein, Albert Einstein. Est-ce que P1 égale à P2 du point de vue de l'opérateur d'égalité? Non, faux. Est-ce que c'est égal du point de vue de notre méthode equals qu'on vient de redéfinir? Oui, true. Okay. Et est-ce que, parce qu'on vient de le redéfinir comme ceci, okay. Et est-ce que c'est égal du point de vue de object.equals? Object.equals, true. Okay. Pourquoi? Parce que object.equals fait appel à notre méthode ici, equals, donc c'est pour ça que c'est égal. Bon. Cependant, on a deux problèmes résiduels. Okay, on a deux problèmes résiduels. D'abord, c'est que, évidemment, notre égalité, ici, opérateur, ne donne pas le même résultat que notre equals. Donc, l'égalité ne donne pas le même résultat que equals. Ça, c'est pas bon. Et on a un autre problème aussi, c'est qu'on a un avertissement ici dans notre classe personne. On a un avertissement qui nous dit que si personne override object.equals, il devrait aussi overrider object.getHashcode. Donc ça, c'est C# qui nous donne cet avertissement-là. Donc quand on override, quand on redéfinit object.equals, on devrait aussi redéfinir object.getHashcode et on ne l'a pas fait. Alors, en ce qui concerne getHashcode, okay, donc ça, c'est une méthode qu'on va apprendre à redéfinir en Prog3. En fait, on va apprendre ça sert à quoi en Prog3. Donc là, je ne vous ai pas montré ça sert à quoi en Prog2. Je ne veux pas vous le montrer non plus. On voit ça en Prog3. Donc, on ne s'en soucie pas. Okay? Donc, pour le moment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à C# d'ignorer cet avertissement-là. Est-ce que c'est une bonne chose de demander à un compilateur d'ignorer un avertissement? Pas vraiment. C'est sûr que ce n'est pas une bonne chose. Okay? Mais, en attendant de comprendre ça fait quoi dans la vie, getHashcode, on va faire une exception à cette règle-là. Okay? On va faire une exception. On va tout simplement désactiver l'avertissement en utilisant un pragma ici, comme on voit à la ligne 9. Pragma, warning, disable, CS 0659. Donc ça va désactiver notre avertissement. Et on voit ici que notre classe personne n'est plus soulignée. Donc on a désactivé notre avertissement. Est-ce que je suis en train de vous dire de rajouter un paquet de pragma pour désactiver tous les avertissements que vous allez rencontrer dans votre code? Non, évidemment. OK? C'est lui que je vous donne la permission de désactiver et uniquement lui. OK? Maintenant, ce qu'il faut faire, étant donné qu'on a redéfini equals, ben, on n'a pas le choix. Il faut aussi redéfinir l'opérateur d'égalité. Okay. Donc, en fait, il aurait fallu redéfinir getHashcode, mais Prog3. Donc, puisqu'on a redéfini l'opérateur d'égalité, c'est-à-dire, il faut aussi redéfinir, c'est-à-dire, on peut, bon, OK, on va redéfinir l'opérateur d'égalité. Donc, et ces opérateurs, comme tous les opérateurs en C#, ce sont des fonctions statiques essentiellement. Okay? Ben, en fait, ça se rapproche, ça ressemble à des fonctions statiques. Donc, l'idéal, c'est de redéfinir la fonction, c'est de définir cet opérateur-là en s'inspirant de la fonction equals. En fait, en redéfinissant selon la fonction equals. Okay? Donc, et si on redéfinit l'opérateur d'égalité, il faut aussi redéfinir l'opérateur d'inégalité. Donc, c'est ce qu'on fait ici. Donc, ça, c'est dans la classe personne. Okay?
Donc, dans la classe personne, on dit public statique, donc des méthodes statiques ou fonctions statiques, booléen, opérateur égal. Donc, l'opérateur d'égalité, ça retourne un booléen. C'est un opérateur ou une fonction, si vous voulez, statique, qui est public. Donc, c'est entre deux personnes, personne 1 et personne 2, qu'on doit comparer s'ils sont égales. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va redéfinir l'égalité entre deux personnes selon object.equals. Donc, object.equals P1, P2. Okay? Donc, on ne va pas essayer de redéfinir l'égalité d'une manière possible spéciale. On va tout simplement appeler object.equals. Object.equals, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, object.equals, ici, va appeler not equals qu'on a redéfini sur notre personne. Donc, ça fait en sorte que les deux vont être synchrones. Okay? Les deux vont être synchrones. Et l'opérateur d'inégalité, ben, on le définit en fonction de l'opérateur d'égalité. Donc, on est sûr que les deux opérateurs vont être en harmonie et notre opérateur d'égalité va être en harmonie avec notre fonction equals, notre méthode equals. Donc maintenant, si on regarde qu'est-ce qui se passe quand on exécute P1 égale P2, puis P1 equals P2 et object.equals P1, P2, avec deux objets qui ont le même prénom et le même nom, on voit que tout est à true. Bon, égalité terminée, on passe maintenant à un autre truc qui s'appelle la déconstruction. Donc, on avait déjà parlé de la déconstruction quand on avait parlé des tuples. Donc, certaines données agrégées, notamment les données agrégées, essentiellement, ce sont les classes, les structs, les records et les tuples, peuvent être déconstruites. Donc, c'est le cas, par exemple, des tuples, on l'avait vu. Donc, par exemple, si on a un tuple 1, 2, 3, on peut le déconstruire de la manière suivante, en faisant variable ijk égale tuple. Si on fait ça, le 1 va se ramasser dans le i, le 2 va se ramasser dans le j, et le 3 va se ramasser dans la variable k. Et si on fait i, on voit ici que ça va obtenir 1, j.dom 2, k.dom 3. Ça, c'est de la déconstruction. Alors, pour faire, on peut ajouter dans une classe ce qu'on appelle un déconstructeur. Okay? Donc, pour ajouter un déconstructeur dans une classe, si on ajoute un déconstructeur dans une classe, la classe devient, n'importe quel objet de cette classe-là devient déconstructible. Donc, par exemple, ici, on voit que notre classe personne, on crée une nouvelle personne avec un nom, un prénom Albert, un nom Einstein, et ici, on fait une déconstruction, var prénom nom égale P. On déconstruit notre personne P, on fait prénom Albert, nom.dom Einstein. Donc, notre personne P est devenue déconstructible. Pour qu'elle devienne déconstructible, il a fallu qu'on ajoute un déconstructeur dans notre classe, et on voit ici notre déconstructeur qu'on a ajouté. Donc, le déconstructeur, ça doit être obligatoirement, c'est obligatoire, ça doit être une méthode non statique, public void, qui s'appelle deconstruct. Elle est obligée de s'appeler deconstruct. C'est son nom obligatoire. Okay? Public void deconstruct. Et ses paramètres de sortie doivent être des out. Out, string, prénom, out, string, nom. En fait, c'est les mêmes noms que ceux que vous avez. C'est les mêmes trucs que ce que vous avez ici. Okay? Exactement les mêmes. Bon, les noms ici, le prénom puis nom, vous avez le droit d'appeler carotte puis tomate si ça vous tente. Là. Mais en général, on s'entend qu'on essaie de respecter les noms appropriés qui correspondent avec ce que vous avez ici. Okay? Et on voit ici, bon, prénom égale prénom, nom égale nom. Bon, voilà. Maintenant, en plus d'un déconstructeur, on peut ajouter dans une classe qu'on appelle un destructeur. C'est pas la même chose. Okay? Un déconstructeur et un destructeur, c'est pas la même chose. En fait, techniquement parlant, dans le langage C#, on devrait plutôt appeler ça un finaliseur. Mais disons que enfin, vous pourriez l'appeler en tout cas, disons peut-être par une espèce par analogie, je dirais, avec le langage C++, et pour
c'est ça, peut-être par, disons, une circonstance historique, on appelle ça un destructeur. Okay? Mais le terme plus juste, peut-être en C++, en C# serait finaliseur. Donc, on va quand même utiliser le mot destructeur. Okay? Donc, dans une classe, on peut ajouter aussi ce qu'on appelle un destructeur. Donc, on en a ici un exemple de destructeur. Donc, un destructeur, vous voyez que la notation est un peu étrange. Encore une fois, donc, il faut mettre un tilde, après ça, on met le nom de la classe et on met des parenthèses. Donc, un destructeur ne doit avoir aucun paramètre. Le destructeur n'est pas void, il n'est pas statique, il n'est pas non statique, il n'est pas quoi que ce soit. Il est tilde, nom de la classe, parenthèse. Point final. Il y a un seul destructeur maximum par classe. Et voici sa signature. Point final. Et entre les accolades, on met le code de destruction, si on veut. Okay? Donc, le destructeur, qu'est-ce qui se passe? Le destructeur va être invoqué automatiquement lorsque l'objet va être détruit. Ça veut dire quoi? L'objet va être détruit. L'objet va être détruit au moment où il va être réclamé par le garbage collector et retiré de la mémoire de la machine. Donc, en C#, contrairement à un langage comme le C++, c'est assez rare d'avoir besoin d'ajouter des destructeurs dans une classe. Donc, ici, en fait, on en a un exemple, là, juste pour montrer un peu ce qui se passe. Donc, on a ici notre classe personne, on a notre destructeur, et on a ici la fin du programme, donc fin du programme.dump. Donc, évidemment, fin du programme.dump va s'afficher, fin du programme.dump, et on voit qu'après la fin du programme, il y a quelque chose d'autre qui s'affiche. Il y a quelque chose qui s'affiche, ça s'affiche détruit Albert Einstein. Okay. Ça, c'est notre destructeur ici. C'est marqué Albert Einstein.dump détruit. Pourquoi ça s'affiche? Parce qu'ici, on a créé un objet, variable P, new person, et cet objet-là, suite à la fin du programme, cet objet-là va être réclamé par le garbage collector après l'exécution de la ligne 5. Cet objet-là va être réclamé par le garbage collector, et au moment où il va être réclamé par le garbage collector, le destructeur va être invoqué sur notre objet. Et c'est à ce moment-là que cette ligne, ce truc-là va s'afficher. Okay? Donc, c'est pour ça que ça s'affiche après la fin du programme. Donc, concernant le garbage collector, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est impossible de prévoir quand il va être invoqué et combien de mémoire il va récupérer. Donc, la seule chose certaine, c'est que tous les destructeurs, aussi appelés des finaliseurs, vont être invoqués avant la fin du programme comme tel. Okay? Quand on veut dire la fin du programme, là, c'est avant que le programme se termine, mais complètement déchargé de la mémoire par le système d'exploitation. Okay? Là, on ne parle pas d'une fin abrupte, là. On ne parle pas d'une exception fatale qui se produit dans votre programme. On parle d'une exception normale ou une fin normale de votre programme. Okay? Mais si vous créez beaucoup d'objets, ça se peut que le garbage collector se mette en marche pendant le fonctionnement de votre programme et que la mémoire associée à certains objets devenus hors d'usage va être récupérée. C'est alors que les destructeurs associés à ces objets-là, si jamais ces objets ont des destructeurs, vont être invoqués. Et cela avant même la fin du programme. Donc, pour vous montrer cela, il y a un petit programme à la prochaine diapo. Bon, ici, on démontre qu'il y a des destructeurs qui sont invoqués avant la fin. Donc, ce programme-là, peut-être mérite certaines explications. Peut-être ma variable n ici est mal nommée. En fait, j'ai regardé ça après, je me suis dit, peut-être j'aurais dû la nommer autrement. Mais enfin, donc on a une variable ici statique. OK, statique publique. Entière, et on a une personne avec un nom, et on a un destructeur. Et quand le destructeur est invoqué, qu'est-ce qui se passe? On incrémente la variable n. En fait, la variable n, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit le nombre de personnes qui ont été détruites. Donc, j'aurais peut-être dû l'appeler nombre de personnes détruites. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans notre programme? Bien, on a une boucle for, et cette boucle for-là va créer tout simplement 100 000 personnes. New personnes, ici. Donc, on va créer 100 000 personnes.
Et après avoir créé 100 000 personnes, on va afficher le nombre de personnes qui ont été détruites. Donc, on crée 100 000 personnes, puis tout de suite, on affiche le nombre de personnes qui ont été détruites après en avoir créé 100 000. Donc, ça a l'air bizarre qu'on ait créé 100 000 personnes, puis qu'il y en a qui sont déjà détruites. Ça a l'air bizarre, mais est-ce qu'on s'en sert encore de ces personnes-là plus loin dans le programme? Pas vraiment. On crée des personnes, mais on ne les met pas dans un array. On les stocke nulle part. Donc, en réalité, on ne s'en sert plus. Donc, le programme peut très bien créer des personnes puis les récupérer tout de suite, parce qu'on n'en a plus besoin. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a certains de ces objets-là qui vont tout de suite être récupérés par le garbage collector. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui vont déjà être détruites quand on va arriver à la ligne 5. Et après ça, on fait fin du programme. Donc là, je dis ça, mais peut-être que dans une version ultérieure de C#, ça fonctionnera pas comme ça. Peut-être aussi que sur votre machine, si jamais vous avez une quantité de mémoire incroyable ou que les paramètres vont être différents, peut-être que le garbage collector va avoir rien récupéré. Puis qu'à la fin du programme, pas à la fin du programme, mais à la ligne 5, peut-être que le nombre d'objets détruits, ça va être 0. Mais moi, sur ma machine, quand j'ai fait mes exécutions, vous voyez ici, ligne 5, là j'ai 4 exécutions différentes. J'ai 3248 objets détruits. J'ai 92 291 objets détruits. 92 480 objets détruits, puis 23 816 objets détruits. Après ça, on affiche fin du programme. OK, donc ça, c'est avant même la fin du programme. J'ai déjà plusieurs milliers d'objets qui ont été détruits et récupérés par le garbage collector. Donc, ce qui nous amène au résumé. On a vu la méthode toString. Okay? Donc, on a vu comment la redéfinir, override, cette méthode-là. Donc, bien qu'on puisse l'appeler directement, explicitement, cette méthode-là est généralement invoquée implicitement, soit au moment de la concaténation, de l'interpolation, en utilisant write ou writeLine, en utilisant string.format, je ne l'avais pas montré dans le PowerPoint, mais c'est la même chose, ou alors par les éditeurs comme l'IDEA ou Visual Studio, l'IDEA comme Visual Studio ou Linkpad pour présenter de l'information. Donc, c'est conseillé de la redéfinir, ne serait-ce que pour faciliter le débogage. Bon, évidemment, ça dépend de quel genre d'objet vous avez, là. Mais des fois, c'est des petits objets simples, pas nécessaire de la redéfinir toujours, mais en général, ça se prend bien comme redéfinition. On a vu la méthode deconstruct, le déconstructeur, qui n'est pas la même chose que le destructeur, déconstructeur, destructeur. Donc, le déconstructeur, c'est une méthode void qui prend des paramètres out, qui permet de déconstruire un objet pour récupérer ses parties. OK? Donc, par exemple, et en fait, les tuples et les records possèdent déjà un déconstructeur prédéfini. Donc, la méthode deconstruct est utile surtout pour les classes. Enfin, on a vu le destructeur, qu'on appelle aussi finaliseur. Donc, le destructeur d'une classe est facultatif. Il va être automatiquement invoqué lorsque l'objet va être détruit et que sa mémoire va être récupérée par le garbage collector. Le garbage collector s'exécute en parallèle de votre programme lorsque trop d'objets sont devenus hors d'usage et inutiles. Inutiles avec un S. Les exécutions du garbage collector sont considérées comme imprévisibles. Pour un petit programme qui alloue peu de mémoire, vous pouvez cependant raisonnablement assumer que le garbage collector va s'exécuter une seule fois, c'est-à-dire à la toute fin de votre programme. Donc, si jamais vous cherchez sur Internet, vous verrez dans des commentaires à l'effet qu'on peut invoquer soi-même le garbage collector avec une commande comme gc.collect, etc. En fait, j'ai déjà fait moi-même. Mais ça marchait dans les débuts du C#, mais maintenant, ça ne marche plus, malheureusement. Finalement, on a vu equals et les opérateurs d'égalité. Okay. Donc, on a vu que l'égalité, c'est relativement complexe et qu'il faut redéfinir la méthode equals et les opérateurs d'égalité si on veut s'en sortir. Puis en fait, il faudrait aussi redéfinir getHashcode, mais qu'on a repoussé ça en Prog3 et on a plutôt utilisé une instruction pour désactiver les warnings associés à getHashcode. Et possiblement aussi une chose qu'il faudrait faire, ça serait de redéfinir l'interface IEquatable, qu'on n'a pas vu non plus, parce que, bon, il ne faut pas trop non plus compliquer les choses. Puis ça aussi, on verra ça en Prog3. Donc, depuis que les records ont été ajoutés en C#, en fait, c'est rarement, une chose qu'il faut savoir, c'est rarement utile d'implémenter l'égalité. Okay.
dans vos classes. Donc, vous pouvez obtenir une sémantique d'égalité de contenu. Si vous voulez obtenir une sémantique d'égalité de contenu, l'idéal, c'est de spécialiser un record. Donc, vous définissez un record, puis vous pouvez même le spécialiser, etc. Et vous allez obtenir automatiquement une égalité de contenu sur un plateau d'argent sans même avoir à lever le petit doigt. Okay? Donc, l'idée avec ça, c'est plus de vous montrer c'est quoi la mécanique en dessous, comment ça fonctionne. Okay? Donc, l'égalité est utilisée implicitement par des méthodes comme contains pour vérifier si un objet est contenu ou pas dans une liste ou dans un array ou dans n'importe quelle collection à cet égard. Autre chose que j'ai peut-être pas dit là, par rapport, disons, à opérateur d'égalité, destructeur, déconstruct, ouais, destructeur ici. C'est que, bon, les destructeurs, là, est-ce que vous avez souvent besoin de définir des destructeurs, tout ça, en C#? Pas vraiment, OK? Pas vraiment. Mais l'idée, c'est de vous montrer que ça existe des destructeurs. Si jamais vous arrivez en C++ ou dans des langages qui utilisent beaucoup de destructeurs, vous allez savoir c'est quoi un destructeur. Et aussi, ça me permet de vous expliquer c'est quoi le garbage collector, c'est quoi cette bébête-là, ça fait quoi dans la vie. Donc, c'est un peu ça qui était l'objectif ici avec les destructeurs. OK? Voilà.